Salut à tous. Jojo. Non, ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu parler, vous l'avez forcément croisé partout sur internet. ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。やかましい。俺は女が騒ぐとムカつくんだ。うせろ。 Non? Ça vous dit toujours pas? Bah c'est vraiment dommage parce que là vous ratez vraiment quelque chose. Jojo's Bizarre Adventure, c'est tout simplement mon manga préféré. Derrière City Hunter, Au couteau de Ken et Berserk. C'est un manga qui, dès les premières heures où je l'ai découvert, n'arrête pas de me fasciner, ne serait-ce que par son univers riche, ses personnages, son extravagance, sa violence, l'ingéniosité des combats. Bref, c'est mon manga et je pense qu'il faudra vous attendre à voir plusieurs vidéos à ce sujet. Et même si je vais plus vous développer son univers une autre fois, voici Jojo en quelques lignes. Jojo's Bizarre Adventure est un manga créé en 1987 par Hirohiko Araki. La particularité du manga, c'est que chaque arc narratif correspond à chaque personnage, chaque héros et chaque époque en passant par l'ère victorienne jusqu'à nos jours. Et chaque héros de chaque arc narratif se fait appeler Jojo. Enfin, plus précisément dans le cas des deux premiers. Par exemple, le héros de la première partie s'appelle Jonathan Joestar, ou Joestar si vous préférez, ça dépend avec quelle version animée vous avez vu. Et si on ne retient que les deux premières lettres du prénom et ceux du nom de famille, eh bien, ça donnerait ça. Voilà. Enfin bref, je vais pas vraiment m'étendre là-dessus, étant donné que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler du spin-off qui est sorti récemment sur Netflix, mais qui a été diffusé de 2017 à 2020. Et la série animée en question, c'est celui-là. First Spoke Kishibe Rohan, une adaptation animée tirée du manga éponyme, paru en 2 tomes, je vous les présente ici, et dont le personnage principal, c'est un personnage issu de la partie 4 de Jojo. Rohan Kishibe, un dessinateur de manga à l'allure excentrique, qui s'inspire des anecdotes croustillantes pour la création de ses œuvres, et qui, comme la majorité des personnages de la série, possède une faculté qu'on appelle un stand. Afin que vous puissiez mieux comprendre les subtilités de cette série, et pour éviter de trop vous perdre, parce que bon, étant donné que Jojo est un univers assez riche, voire très riche, je vais vous faire la version courte. Un stand est un concept de pouvoir introduit dans la 3e partie du manga. C'est une forme psychique contrôlée par les personnages et qui confère à ces derniers des pouvoirs spécifiques. Ça pourrait très bien avoir une forme humanoïde, comme animal, ou encore celle de n'importe quel autre objet. Et seuls les manières de stand peuvent percevoir ce pouvoir. Bon, je ne pourrais pas trop vous détailler ici, mais sachez en tout cas que, sauf exception, un stand ne peut avoir qu'un seul pouvoir, et là où ça devient vraiment génial, c'est que ce pouvoir, on peut l'utiliser dans n'importe quelle situation, aussi farfelue, bizarre que cocasse. Et ce qu'il faut également préciser au sujet des stands, c'est que l'auteur Hirohiko Araki a eu l'audace de nommer ces derniers d'après les noms des stars de la chanson ou même de leur chanson en elle-même. Dans le cas de Rohan, le personnage principal de la série qui nous intéresse, son pouvoir à lui, il s'appelle Heaven's Door. Traduction, les portes du paradis. Son pouvoir consiste à transformer les gens en bouquins afin de consulter ce qu'ils ont vécu, comme si chaque page du livre retranscrive la vie qu'il a vécue jusqu'à présent, la victime de Heaven's Door que je parle. Et en plus de ça, Rohan peut réécrire l'histoire de la vie de la victime. Je vais vous prendre un exemple. Imaginez que moi, je me confronte à Rohan. Pour une raison obscure, Rohan décide de me transformer en bouquin, mon visage s'ouvre et l'intérieur se transforme en page. Rohan a consulté toute la vie que j'ai menée jusqu'à présent, et quand soudain, il décide d'écrire sur ma dernière page un truc du genre « Je n'ai jamais vu Rohan ». Et suite à ça, j'oublie totalement l'existence de ce personnage. Donc oui, même si son pouvoir, on va pas se mentir, tient un peu plus du macrélage, parce que bon, regarder dans la vie des gens, bah c'est un peu mesquin, on va dire. Et sans vous spoiler, dans la partie 4, à ses débuts, c'est vrai qu'il avait plus tendance à lire la vie des gens sans même les consulter. En dehors de son allure, son design, surtout ces dernières années, sa capacité à discerner les gens, sa curiosité, parce que oui, être curieux c'est une qualité nécessaire pour un artiste, et c'est sans compter que c'est carrément l'alter ego de l'auteur. Donc voilà, je pense que j'ai suffisamment résumé ce personnage. Maintenant, parlons de la partie qui nous intéresse, à savoir la série d'OAV de 4 épisodes. Les 3 premiers épisodes sont issus du premier recueil, tandis que le dernier, à savoir la course, mon épisode préféré, je vous explique pourquoi, est issu du second recueil. Et sans plus tarder, je vais commencer par vous parler du premier épisode, à savoir le confessionnal. Alors, ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que bien que ce soit le premier épisode de la série, présenté telle qu'elle est sur Netflix, chronologiquement, c'est vrai que c'est la première histoire écrite par Araki, et pourtant la version animée, c'est le 3e épisode. Et bien avant, il y a eu ces 2 épisodes qui, dans le manga, sont apparus très tard. Mais bon, revenons au confessionnal. L'histoire a été écrite en 1997. En termes de réalisation, le chara design est appliqué de manière similaire à la partie 5, en version animée. Et pour cause, en version manga, les 2 œuvres ont été écrites à la même période, à savoir vers 1996-97. Alors attention, là je vais parler pour les 2 œuvres, mais si dans la version papier, je suis pas trop fan du changement de chara design d'Araki, à savoir qu'il est passé de mastodonte musculaire à des personnages baguettes, sans compter les traits des visages qui sont un peu brouillons à mon avis, et bien tout ça, ça a été sublimé par la version animée. Contrairement à la version papier,
on ressent moins l'écart du style de dessin. Le style est beaucoup plus propre, le jeu d'ombre, notamment sur les visages de personnages, est vraiment réussi. Il y a pas mal de plans dynamiques, je pense notamment au gros plan des yeux. Et ajouter à ça, un procédé de création, je sais pas comment on appelle ça vraiment, qu'on appelle le color swap. Un style graphique propre à David Productions depuis les débuts de JoJo, à savoir en 2012, mais qui a déjà été appliqué, aussi loin que je m'en souvienne, dans un autre domaine, à savoir le jeu vidéo. Et je pense bien entendu à Street Fighter 2 Turbo, ou Street Fighter 2, ça dépend avec quelle version vous avez grandi. Je me rappelle de ma première découverte du jeu, la première chose que j'ai remarqué, c'est le changement des couleurs des personnages par rapport à la version d'origine. À cette époque-là, je me posais pas trop la question, mais ça m'a quand même fasciné. Par exemple, le simple fait de voir Ken en kimono bleu ou encore la peau de Blanca en jaune. Bref, j'étais jeune, il n'y avait pas de questions à se poser, j'ai trouvé ça fascinant tout simplement. Et ici, David Productions a utilisé ce même procédé, ne serait-ce que pour les moments dramatiques, comme par exemple des moments de tension, des retournements de situation, surtout le climax de l'épisode, et cette série, consacrée à Rohan, n'échappe pas à la règle. Donc voilà, ce procédé graphique est un style propre à David Productions, et ça déjà, on le ressent à travers ces épisodes. Bon, en ce qui concerne le scénario de cet épisode, bon, je n'ai pas grand-chose à dire, vu que c'est Rohan, c'est pas vraiment Rohan le personnage principal de cet épisode, mais c'est un point de vue extérieur, à savoir celui qui vient confesser, qui nous raconte son histoire, même si bon, il y a quand même quelques points que j'ai pas compris, surtout à la toute fin, mais comme je vous l'ai dit, c'est une histoire qui a été sublimée par le chara design, et ça franchement, c'est vraiment un beau point. Bref, un bon épisode. Ensuite, deuxième histoire, ou troisième, je me rappelle plus, le village des milliardaires. Alors techniquement, c'est la première histoire qui a été adaptée en animé, soit en 2017, mais en version manga, c'est la troisième, dans le recueil tel qu'on nous l'a présenté. Enfin bref, niveau réel, je n'ai pas grand chose à se dire si c'était que le chara design a été repris de la partie 7 et de la partie 8, à savoir le style actuel d'Araki, qui franchement est largement mieux que la fin de la partie 4 et de la partie 5, notamment au début, puisque ça s'est amélioré après. Mais bref, c'est très bien dessiné, c'est très bien animé, et j'ai trouvé quand même intéressant l'histoire d'une jeune fille qui veut emménager dans un village de milliardaires, dans une villa japonaise traditionnelle. Je pourrais pas trop vous dire en détail, mais en gros, c'est une villa dans laquelle, si jamais tu n'emploies pas les mesures de politesse, de bonne manière, eh bien tu en subis les conséquences. Et c'est sur ce point-là qu'on se rend compte du génie d'Araki. En fait, contrairement à ce que certains pensent, Jojo, ce n'est pas juste une aventure où tu vois des stands s'envoyer des coups de poing. Même si, je vais pas vous cacher, c'est le côté bourrin que j'ai le plus apprécié dans cette œuvre. Et en plus de ça, tu peux prendre n'importe quel objet, n'importe quelle situation anecdotique, et réussir à en faire quelque chose. Ça pourrait très bien être un aspect du quotidien, mais ça peut aussi en faire un pouvoir. Et dans le cas présent, si tu respectes pas les bonnes manières, tu en subis les conséquences. Et aussi, ce que je mets aussi dans cette série, c'est que si dans Jojo, en général, il est question d'affrontement des manières de stand, eh bien ici, étant donné que Rohan est le seul manière de stand actif, si je puis dire, eh bien tout ce qu'il affronte, c'est juste des phénomènes étranges. Comme si on était vraiment dans un roman fantastique, comme Stephen King ou Alan Wake. Donc voilà, c'est le côté quotidien qui est capable de bousiller n'importe quoi que j'ai pu apprécier au sein de cette histoire. Et en plus, un truc que je viens de remarquer, c'est que même si Rohan accompagne la fille, ne serait-ce que pour trouver de l'inspiration pour son manga, et bien même si de base c'est quelqu'un de froid, quelqu'un d'autant, enfin froid, faut quand même pas exagérer non plus, quelqu'un qui s'attache difficilement à des gens, en dehors de Koichi, un autre personnage de la partie 4 de Jojo, et bien ici, pendant un petit instant, on retrouve en Rohan un peu d'altruisme. Et ça vraiment, ce côté altruiste, ça m'a vraiment plu. Et c'est là que tu te rends compte que pour un personnage comme Rohan, les rares fois où il pense aux autres plutôt qu'à ses propres intérêts, c'est un des plus beaux moments, je dirais. Bref, encore une fois, une très bonne histoire. Mais par contre, la suivante, la pente des 6 murs, c'est celle que j'ai le moins appréciée. Limite, j'ai plus apprécié la version manga. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que la version papier est beaucoup mieux dessinée, bien que la version animée, elle, reprend le style graphique de la partie 8. Déjà, à mon avis, je trouve que la version papier est beaucoup mieux dessinée, par rapport à la version animée qui, elle, se contente de reprendre le style graphique actuel d'Araki, alors que la version papier, c'est le style du 7. Je sais pas, je ressens plus de dynamisme dans les pages plutôt qu'à l'écran. Après bon, dans la version animée, ça n'empêche quand même pas que j'apprécie certaines choses. Comme par exemple, le carré design des personnages féminins, ça on peut pas dire qu'elles n'ont pas été sublimées. Ensuite, le fameux geyser de sang, ça c'était jouissif à voir. Je suis pas un psychopathe, je vous rassure tout de suite. Et ensuite, les caméos des personnages de la partie 4 de Jojo, dans un style graphique différent de celui d'origine, ça fait plaisir. Et voilà quoi, l'histoire en elle-même, je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que j'ai pris plus de plaisir à lire le bouquin que de regarder l'animé. Un épisode plutôt sympa, je trouve. Et sans plus tarder, on va passer à ma 4ème histoire, à savoir ma préférée, la course. Ah, je viens de me rendre compte que la BD derrière, elle n'est pas à la bonne place, parce qu'on la voit pas très bien. Allez, je l'arrange un peu. Voilà, je pense que ça ira comme ça. Bon, déjà, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que graphiquement, je trouve que c'est plus abouti. Et pour mieux vous expliquer pourquoi est-ce que je trouve que graphiquement, c'est plus abouti, remontons un petit peu en arrière. Bon, nous savons déjà que le premier OAV, sorti en 2017,
consacré à Rohan, c'est le village des milliardaires. Ensuite, en juillet 2018, soit quelques mois avant Golden Wind, la partie 5 du JoJo, le deuxième épisode, Le Mur des Six Pentes, est sorti en DVD. Ensuite, de septembre 2018 à la deuxième moitié de 2019, Golden Wind est sorti. Et ensuite, les derniers épisodes sont sortis en DVD en 2020. Là où je veux en venir, c'est que déjà, Golden Wind, graphiquement, c'est la partie la plus aboutie de tout JoJo. Je dirais même que j'ai préféré la partie 3 en termes d'adaptation animée. Et là, les animateurs ont eu l'intelligence de mélanger un peu de... Comment dire, un peu de trait de Golden Wind au style actuel d'Araki, le style de la partie 8 qui est toujours en cours de parution. Ajoutez à ça une animation exceptionnelle, surtout au moment où Rohan et Yoma, l'antagoniste de l'épisode, courent sur un tapis de course. Ça, bon sang, c'était vraiment cool. Et en plus, il a un clin d'œil que j'ai vraiment apprécié. J'ai bien mis la référence de l'ancien jeu de combat de la partie 3 de JoJo, signé Capcom, avec les barres de vie, les jauges d'énergie, le tout orné avec la plume de Rohan, comme si la course c'était un jeu de combat, la mesure de vitesse à la place du timer, les marquages de points signifiant que Rohan il a déjà remporté une manche de la course. Ça c'est un clin d'œil qui me parlait beaucoup parce que quand j'ai découvert JoJo pour la première fois, c'était grâce au jeu de Capcom. J'ai tellement kiffé ce jeu que juste après je me suis intéressé à cette série d'OAV, critique prochainement sur vos écrans bien sûr, et voilà quoi, la référence du jeu du Capcom, ça a été vraiment plaisant. Après, concernant l'histoire, c'est une histoire dans laquelle je me sens un peu concerné, puisque moi à une époque j'allais souvent à la salle de sport, et ça c'était juste avant que le gouvernement ait tout niqué avec ses mesures à la con. Putain de merde de Covid. Enfin, pour vous résumer rapidement l'histoire, c'est celle de Yuma, un jeune garçon, un mannequin, qui doit entretenir son corps sans quoi il perdra son emploi. Il s'inscrit à la salle de sport, et peu après, il voit les résultats de son entraînement, et ces mêmes résultats lui ayant plu, eh ben, il décide de s'acharner afin d'obtenir un corps parfait, un corps d'athlète. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il est développé du narcissisme. Il est tellement obsédé par sa musculature, qu'il en a fini par même décorer l'appartement de sa propre copine, jusqu'à même la tuer, et se débarrasser de tous les gens qui lui causent préjudice. Quelque part, moi perso, je me trouve dans ce personnage parce que on est dans une société qui nous fait complexer par rapport à notre corps, par rapport à notre perception de la beauté. Moi-même, je m'acharne à avoir des tablettes de chocolat, chose que moi-même j'y arrive pas, parce que ça suffit pas de s'entraîner, il faut quand même bien s'alimenter à côté. Ça dépend comment tu veux sculpter ton corps, mais bon, ça, c'est pas le sujet du jour. Bref, parce que la société nous oblige, il faut maintenir son corps, il faut avoir une bonne ligne pour bien réussir. Et de l'autre côté, du point de vue personnel, on développe du narcissisme parce qu'on veut à tout prix devenir le plus éclatant possible. Et tout ça, c'est ce que le personnage de Yoma représente. Après, je me pose quand même des questions au sujet du pouvoir de Yoma. Genre par exemple, les ailes décédées dans ses muscles. Est-ce que c'est un stand ou peut-être une autre source de pouvoir, sans doute. Bref, du mystère autour de ce personnage. Et pour finir, j'aimerais souligner un point inédit dans l'univers du JoJo. Surtout chez nous en France, c'est bien entendu le doublage français. Et c'est pas arrivé depuis la première série d'OAV consacrée à la partie 3, Stardust Crusaders. Déjà que j'ai beaucoup mieux apprécié la version française par rapport à la version originale de la série d'OAV de 1993 à 2000. La série animée de 2012, on n'y a pas encore eu 3, mais je pense que ça arrivera sans doute. Mais en tout cas, la version française de la série de Rohan, franchement, je trouve qu'elle se tient. Même si bon, il y a certains personnages avec qui j'ai eu du mal. Et en tout cas, le mec qui a doublé Rohan, c'est Donald Radio, mais moi je suis pas sûr. Dites-le-moi dans les commentaires si vous le savez. En tout cas, lui, il a vraiment fait du bon travail. C'est certes pas la voix à laquelle je m'attendais personnellement, mais en tout cas, il a fait un travail tel que le timbre de sa voix colle parfaitement au personnage. On court d'abord à 13,2 km/h, puis on montera rapidement jusqu'à 25 km/h. Le premier qui attrape la télécommande et appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence remportera la victoire. Donc voilà, si pour les autres saisons, on me livre un doublage de cette qualité-là, eh bien franchement, vivement que la version française arrive. D'ailleurs, petit aparté, il paraît que Jérôme Powers, le doubleur de Polnareff de la partie 3, reprend ce rôle dans la série animée de 2012. Et si jamais il a été aussi performant que dans la série d'OAV, putain, mais qu'est-ce que ça va être dément quoi. Bref, pour résumer, Rohan Kishibe en version animée, c'était vraiment cool. Je vais quand même pas vous cacher que je me suis un peu endormi à certains moments, surtout dans l'épisode du mur des six pentes. Mais quand même si cette série c'est Jojo sans être Jojo, à savoir Jojo, mais plus dans le registre fantastique, comme les romans de Stephen King, eh bien tu ressens quand même la patte quoi. Et honnêtement, ça m'avait vraiment plaisir de retrouver Rohan. Je regrette juste qu'il y a certaines histoires qui n'ont pas été adaptées, comme par exemple l'épisode du Louvre. Cette histoire-là, franchement, je vous la recommande. L'histoire de la pêche clandestine avec le cuistot Tonio. L'histoire avec Yukako, un autre personnage de la partie 4. Mais bon, peut-être qu'ils vont réadapter dans une prochaine saison. Et franchement, j'attends de voir. Bref, Rohan Kishibe, une série que je vous recommande. Et si vous voulez en savoir plus sur l'univers de JoJo, bah commencez déjà par la partie 3, qui est la plus populaire, bien entendu. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, en commençant par le jeu vidéo, bien entendu. Et ensuite, avec ça. Mais ça, je vous le réserve pour une autre vidéo. Voilà mes chers amis, c'était ma critique consacrée à la série d'OAV sur Rohan Kishibe disponible sur Netflix. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est votre cas, mettez-moi le pouce en l'air s'il vous plaît. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu. Suivez-moi sur Instagram. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.